Amis du soir, bonsoir. Alors là, je vais revenir sur des tris que j'ai fait, des phases de tri que j'ai fait sur du lutétien moyen. Je vous avais montré il y a quelques mois comment je procédais pour tamiser et faire en sorte que le sédiment devienne le plus homogène possible, avec différentes phases de tamisage successifs, depuis le terrain jusqu'à la maison ou en laboratoire si on est un professionnel, ou tout au moins un amateur éclairé. Et là, j'ai fait un premier tri, c'est-à-dire j'ai mis à part tous les... Alors les gros éléments sont déjà à part, mais là on est sur les éléments de petite et moyenne taille qui présentent un intérêt particulier parce qu'ils appartiennent à des familles, à des groupes qui sont relativement discrets et qui n'atteignent que rarement le centimètre. Alors, on pourra le voir, là je vais en parler un petit peu, ça sera très rapide. L'intérêt de cette petite capsule vidéo, c'est surtout de vous montrer la diversité. On va dire sur quelques dizaines de kilos de sable rapportés du lutétien moyen de l'Oise, on a une diversité au niveau des gastéropodes, mais également des bivalves, des brachiopodes, des bryozoaires, quelquefois des oursins, des coraux, qui est difficilement imaginable pour le commun des mortels. Hein. Sauf que, bon, bah, nous, on n'est pas le commun des mortels, on s'intéresse à ça, et on est théoriquement en mesure de voir un petit peu ça. Alors là, on pourra distinguer deux choses. Et dans cette couche-là, c'est vrai que c'est la première fois que j'observe une telle variation de couleurs. Là, on a un petit gastéropode assez classique, mais qui est de couleur rosée et qui persiste. Alors ça, c'est vrai que j'en avais pas trop trouvé jusque-là. Je ne connais pas la raison. Pourtant, les prélèvements sont faits aux mêmes endroits. Il y a peut-être une passée avec un apport minéralogique ou tout au moins une préservation supérieure. En tout cas, ça rend du plus bel effet puisqu'elle tire vers le rosé. Mouillées, enfin humides, elles sont encore plus prononcées. Mais bon, ça reste des spécimens de la même espèce qu'une autre. Hein. Par exemple, là on est sur le Chelostoma turricula. Bah, le blanc ou le rosé, c'est tout à fait la même espèce. On n'a pas de distinction d'espèce. Par contre, on a une distinction de coloration qui lui apporte un petit plus. Alors vous voyez, c'est pas bien grand, hein, ça fait 10 mm, 10-12 mm pour les plus gros spécimens. Après, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir, par exemple ça, les marginellidés. Les marginellidés ont la particularité d'être nacrés, au même titre que les gibérula qui sont là, alors qui ne sont pas de la même famille du tout, mais qui, par leur aspect, l'aspect de la coquille qui est nacrée, leur confère un aspect, une préservation tout à fait particulière. Alors sachant que dans l'éocène du bassin parisien, je ne sais plus combien il y en a d'espèces, il y en a beaucoup, il y en a au moins une vingtaine de chaque, peut-être plus si on fait une révision, ou moins si on fait une révision à l'inverse, enfin bon, peu importe, je dirais que ce sont des petites coquilles, on dirait des petites dragées, presque des petits bonbons, vous voyez, c'est absolument magnifique. Enfin, moi personnellement je les trouve magnifiques, après c'est sûr que dans une vitrine ça n'a pas d'effet. On n'est pas sur un gros campanile giganteum qui est là pour épater la galerie. On est vraiment là sur la diversité de l'époque. Des choses qu'on ne voit pas habituellement parce que elles sont... alors c'est du mésofossile, c'est-à-dire c'est du fossile de moyenne taille. Mais ceci dit, elles sont tout à fait observables à l'œil nu et on n'a pas besoin de moyens binoculaires pour les voir. Après, si vous n'avez pas de binoculaire et que vous ne voulez pas investir dedans, ce qui est compréhensible parce que ça coûte relativement cher, vous pouvez toujours utiliser ce type de lunettes. Hein, je crois que j'en avais déjà parlé sur un autre topic. C'est des lunettes avec des verres, alors des verres qui sont en plastique, hein, qui sont interchangeables, qui grossissent plus ou moins. Au départ, j'étais assez sceptique sur l'emploi de ces outils-là, mais avec une bonne lumière d'appoint, il s'avère que c'est tout à fait correct et qu'on peut faire du tri. Alors, ça ne remplacera jamais la binoculaire, qu'on soit bien clair. Ça permet de faire un tri grossier et de voir jusque l'ordre du millimètre. Hein. Pour ceux qui ont une bonne vue, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez travailler sur vraiment des micro-fossiles tels que les foraminifères, il faut oublier.
Mais ceci dit, ça permet d'être, pour une trentaine d'euros, d'avoir quelque chose de correct, et puis c'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. Après, il y en a qui utilisent des microscopes électroniques. Alors, c'est pas des microscopes électroniques réels, hein, parce que ça vaut des centaines de milliers d'euros. Des espèces d'appareils photo sur écran vendus une centaine d'euros. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être bien. Je ne sais pas si pour trier c'est optimal. Les lunettes là sont vraiment bien. Moi je vous dis, ça fait 2 ans que je trie avec et je peux les mettre par-dessus mes lunettes de vue, donc c'est déjà appréciable. Alors pour en revenir à la faune du lutétien moyen, qu'est-ce qu'on peut observer? Là on a encore des petites coquilles, alors c'est les bivalves. C'est un autre type de bivalves, ce sont des nuculas. Et comme certains autres groupes de coquilles, elles sont nacrées à l'intérieur. Hein, toutes les nuculas qu'on trouve dans le registre fossile, je les ai toujours vues nacrées. Donc ça c'est un trait de leur anatomie interne. Là on a un espèce de gastéropode qu'on appelle les Triforis de mémoire. Alors celui-là est un spécimen de grande taille, parce que généralement ils atteignent rarement plus de 5-6 mm. Mais bon, vous voyez, des fois on peut avoir quelque chose de tout à fait présentable, observable. Et puis il a une particularité pour ceux qui ont l'habitude. Si on met la coquille pointe vers le haut, donc ce qu'on appelle l'apex vers le haut, et eh bien sur la majorité des coquilles comme celle-ci, on a l'ouverture à droite. On est sur des formes dextres. Or là, on est sur une forme, l'ouverture est à gauche. C'est des rares gastéropodes qu'on appelle des formes sénestres. Donc ça compte à 1% à peu près des espèces actuelles et fossiles. Me demandez pas la raison, il y a une raison peut-être phylogénétique en jeu, ou simplement une sélection écologique, je n'en sais pas plus. Il y a toujours des gens pour trouver des hypothèses à tout, moi je ne la connais pas. Alors, là on est sur un autre gastéropode qui est assez joli, qui est le Delphinula calcar, enfin Angaria calcar, qui, vous voyez, fait à peu près 1 cm de diamètre et présente une petite ornementation au niveau des tours, qui peut être l'un des plus beaux effets. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Après on a ce type de coquille qui est assez fréquent. Je n'ai plus le nom en tête, mais je vous le donnerai plus tard. On a des athleta. Alors ça c'est... Non, c'est pas une athleta, ça. Non, ça c'est un... Zut, pareil, je vous donnerai le nom plus tard. Vous voyez, perte de mémoire en direct. Bah oui, parce que quand on prépare pas ces sujets, quand on les fait à l'arrache comme moi, on se plante. Hein. Donc c'est normal. Mais là, c'est pas de faire un sujet préparé, c'est vraiment un sujet montrant ce qu'on peut trouver de manière spontanée. Là, on est sur des petits éléments branchus. Ce sont des bryozoaires. Alors, dans le lutétien moyen, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même très peu. Je veux dire, c'est même étonnant. Là, j'ai une plaque qui est nettement plus grande. C'est la première fois que j'en trouve une aussi grosse. Peut-être que je n'y avais pas prêté suffisamment attention. Peut-être que ça n'était pas dans la couche. Enfin bon, il y a certainement une multitude de raisons qui font que j'en avais pas trouvé jusqu'ici. Voilà, une chose de faite. C'est à étudier parce que avec les coraux, ce sont des animaux constructeurs. Ils vont construire de leur vivant des espèces de grands écosystèmes qui vont pouvoir abriter d'autres éléments comme des poissons, des mollusques, des invertébrés divers, et même des invertébrés qui ne se fossilisent pas comme les annelidés, les holoturies, enfin des bestioles comme ça. Et là, pour parler de ça, on a également alors une toute petite coquille, et encore celle-ci relativement grande, et je vous en mettrai en photo, ça sera peut-être plus parlant. Cette petite coquille un petit peu bizarre, biscornue, c'est un animal qui vit en commensualisme ou en parasitisme avec les holoturies et les échinodermes. Donc rien que le fait de trouver ce type de coquille, même si on n'a pas le fossile en lui-même de l'holoturie, qui est constitué essentiellement de matière molle, organique mais non indurée, et bien grâce à ce type de petits spécimens, on va pouvoir dire qu'il y a présence d'holoturie dans l'écosystème. Et ça prévaut aussi pour l'actuel. Hein. C'est une famille, ce qu'on appelle les Eulimidés,
qui est très persistante dans tous les registres fossiles et actuels. Alors on a aussi ça de temps en temps, ça c'est quelque chose qu'on pourrait penser à un gastéropode, et c'est presque ça. Là on est sur ce qu'on appelle une opercule de gastéropode. C'est ni plus ni moins à dire que la porte du gastéropode. Il a ça à coller au pied et il en a généralement un ou deux suivant les espèces. Ça lui permet de s'enfermer dans sa coquille, de se protéger, on va dire, de la prédation directe. Pas du broyage de la coquille tout entière, mais vraiment qu'elle soit attrapée par les éléments préhensibles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits fusus comme ça. Alors celui-là il n'est pas complet, mais vous voyez c'est assez joli quand même, c'est bien ornementé. On a ah ça c'est super joli, normalement c'est des scalas ou des scalaires. Alors ça c'est pareil, des épitoniums, ça existe encore dans le registre actuel. Sur le lutétien il y en a beaucoup. Mais c'est rarement des grosses tailles. Alors là on a un petit corail aussi, un petit Sphénotrochus. C'est un petit corail solitaire, très fréquent dans le lutétien inférieur et moyen, un petit peu présent au cuisien, mais généralement c'est quand même plus au lutétien inférieur. On a un petit peu dans le lutétien moyen comme ici. Donc ça fait partie des coraux durs, ce qu'on appelle. Contrairement à d'autres types de coraux qu'on appelle coraux mous, j'aime pas trop l'appellation parce que ça veut pas dire grand chose. Encore un petit épitonium là. Là on a alors des petits camas. Alors, les camas ce sont des bivalves qui n'existent que dans le registre fossile. C'est pas impossible qu'on en retrouve un de ces jours à des grandes profondeurs, mais généralement ils vivaient plutôt dans les zones côtières, donc il est absolument inconnu de nos jours. Certains spécimens avaient de grandes épines caractéristiques, notamment au lutétien moyen, surtout dans le lutétien moyen comme un grignon, où le Kama calcarata est connu pour avoir de superbes aiguilles, parfois de 5-6 cm, ce qui rend ces spécimens d'une fragilité absolue. On a encore d'autres bivalves. Hein. Bon, tout détailler, ça sera compliqué. C'est vraiment mettre en exergue, en œuvre, montrer un petit peu ce qu'on peut réellement trouver dans ces niveaux-là, et pas se borner aux gros spécimens. Bien sûr, parce que les gros spécimens font partie intégrante du système, de l'écosystème, mais si on regarde bien, si on fait des analogies avec l'actuel, on va retrouver essentiellement des petites formes. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, vous me dites. Si ça vous plaît pas, bah, vous faites comme d'habitude, vous dites rien. Et puis si un de ces jours ça vous dit que je m'attarde sur le sujet, pourquoi pas, et qu'un de ces jours même certains d'entre vous viennent à la maison, il n'y a aucun